Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Flow, le podcast des spécialistes du marketing digital. Je m'appelle Alban Renard, je suis le Head of Expertise chez Cybercité et aujourd'hui je reçois Cédric Sonrel, notre Head of Data Analytics. On va parler mesures de la performance, plan de marquage pour la collecte de données, KPI et prise de décision. Cédric, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît ? Oui, bonjour à tous. Je suis Cédric Sonrel, responsable du pôle Analytics à Cybercité depuis 5, 6, 7 ans, me semble-t-il. Ça commence à faire, exactement. Ancien SEO, qui est tombé un peu dans le monde de la data à un moment donné pour piloter son SEO, plus au chiffre d'affaires qu'au mot-clé. Et puis petit à petit, on a fini par monter un pôle à Cybercité. D'abord 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, et maintenant 5 personnes, avec, on va dire, 4 principales missions. Une mission un peu technique, et la mise en place de plans de marquage. Donc mettre en place des KPI sur un site. La deuxième, faire du consulting et du data coaching, accompagner nos clients à un moment donné dans l'interprétation des chiffres ou dans la compréhension de toutes ces plateformes un peu statistiques. Et désormais une nouvelle brique qui va être l'analyse de la conversion au travers de Pauline et de Marianne, qui sont spécialistes CRO et qui ont pour objectif en fait d'exploiter la data en vue de trouver des points de friction et d'améliorer bon an mal an le chiffre d'affaires ou la conversion sur un site. Ok, on va rentrer un peu dans le détail de tous ces différents points. Déjà, comme tu as pas mal d'historique sur le métier, je voulais qu'on revienne un peu en arrière et qu'on fasse un point un peu d'étape sur ces outils justement de monitoring de la data et de la performance. On a connu le tout Google Analytics pendant des années. Derrière, il y a eu la diversification. Ça, on va en reparler de ces logiques de RGPD et compagnie. L'arrivée de GA4. Là, aujourd'hui, en 2026, quand tu dois conseiller un client ou toi-même faire des choix sur la solution de tracking à privilégier, c'est quoi tes takes par rapport à ça ? C'est quoi les principaux éléments pour déterminer le choix de la solution ? C'est toujours un peu délicat. Pour moi, il y a 3 piliers. Il y a d'abord le niveau de maturité du client. C'est-à-dire comment est-ce qu'il exploite et quel temps il a à donner à l'exploitation de sa donnée. Avoir une Ferrari type un piano analytics ne va pas lui servir s'il ne va pas dedans. Ferrari, t'entends une question de coût ? Une question de coût, une question d'évolution de fonctionnalité. Donc aujourd'hui, quand j'ai vraiment un client qui se pose vraiment la question, je vais lui poser 3 questions qui sont relatives aux 3 piliers de la stat. Pour revenir un peu au b.a.-ba de l'analyse statistique, tu dois faire 3 choses. 1, analyser ton acquisition, c'est-à-dire combien arrive sur mon site internet. Donc ça, c'est un chiffre bête. 2, tu dois pouvoir être capable d'analyser la conversion. Donc combien transforme, que ce soit un formulaire de contact, un e-commerce. Et puis la dernière brique, qui est souvent sous-estimée au final, c'est l'analyse de la consommation. Qu'est-ce qui se passe entre ces 10 000 personnes qui rentrent sur mon site et ces 100 personnes qui vont transformer ? Où est-ce que je perds de l'audience ? Et ça, en fait, toutes les plateformes statistiques t'aident pas nécessairement à trouver ce point-là. Et moi, j'aime bien essayer de projeter le client, à un moment donné, vers cette analyse. Parce que trouver combien arrive sur un site, c'est facile. Combien transforme, c'est assez facile sous réserve d'avoir un plan de marquage en place. Mais c'est l'entre les deux où en fait on a vraiment les insights. Et pour ça, je vais souvent diriger, mine de rien, mon client soit vers un piano analytics, soit vers un Piwik Pro, soit vers un GA4. Et après, va rentrer en ligne de compte une ligne budgétaire et du temps à y passer. Un GA4 est gratuit, un Matomo est partiellement gratuit, ça va dépendre de comment tu vas le mettre en œuvre. Et après, tu vas te retrouver avec des super plateformes type ThankYou Analytics, Piano, qui sont des tueries, mais qui ont un coût à un moment donné. Et après, ça, c'est des arbitrages. Donc, on présente un peu le panorama et le client va venir choisir. Ouais, donc il y a aussi un ratio entre le coût de maintenance de la solution et la capacité que tu vas avoir à prendre des décisions qui vont avoir des résultats positifs sur ton business, quoi. Ouais, exactement. Okay. On sait aussi qu'un des enjeux majeurs là aujourd'hui dans la mise en place des trackings, c'est la gestion des tags. Toi, dans ton expérience, c'est quoi les difficultés que tu rencontres aujourd'hui avec les clients, les équipes, voire les partenaires qui font les intégrations ? Comment tu y réponds et c'est quoi aujourd'hui pour toi les points les plus utiles sur lesquels ton équipe elle aide au quotidien les annonceurs et les pilotes de campagne à mettre en place ces différents tags de différentes plateformes qui cherchent toutes à aller accrocher l'attribution ?
Déjà, il y a la mise en place. En fait, c'est un métier qui s'est beaucoup complexifié. Quand je faisais du SEO, je suis arrivé à Cybercité en 2009. Allez, on va dire en 2014, en fait, on pilotait toutes nos prestations sans nécessairement avoir de beaux plans de marquage. Et puis est arrivé la RGPD, qui est quand même un contexte un peu délicat parce que selon les solutions que tu vas utiliser, tu vas devoir conditionner le script en fonction d'une solution de bandeau de cookies. Donc des solutions de bandeau de cookies, il y en a pléthore. Du Cookiebot, de l'Acceptio, du Tarte au citron, du Didomi. Et ça nécessite des compétences à un moment donné pour conditionner les tags. Donc déjà, il y a cette première brique, c'est je ne peux pas mettre tous les trackings que je veux et les déclencher à n'importe quel moment. Et ça, souvent, les niveaux de maturité d'un client, c'est pas son métier. Lui, il est là pour faire du marketing, il est là pour penser son site, il est là pour définir des parcours, il n'est pas là pour savoir que telle variable doit bloquer un script ou doit bloquer un tag. Donc, il y a déjà cette première chose. Ensuite, il y a globalement la complexité du tracking. Ça reste du script, ça reste du code. Et c'est souvent des conversations, soit avec des IT, soit avec des agences d'intégration, pour mettre en place nos plans de marquage. Et là aussi, notre client, il est plus là en tant que chef d'orchestre. Il va valider les KPI qu'on va vouloir lui mettre en place parce qu'il en a besoin dans son analyse journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Et puis, la partie purement technique, il nous la délègue. Parce que ça devient complexe. Pour prendre un parallèle pour ceux qui ne sont pas très au fait de l'analytics, c'est quand même la mise en place d'une pagination en SEO ou des optimisations dynamiques, ça demande un tout petit peu de compétences. Voilà, c'est pas nécessairement simple et nous on est là pour être garant de cette qualité. Ouais, donc la passerelle entre l'annonceur et son agence technique, même si aujourd'hui avec Google Tag Manager, j'imagine que tu peux mettre plein de choses en place sans forcément avoir toujours besoin de l'agence technique. Oui et non. Ça, c'est un peu la magie que Google nous vend avec Google Tag Manager. C'est l'idée que c'est simple, tu crées un tag, tu le mets en place. Alors oui, pour des choses simples, on va dire, si tu as besoin de cliquer, de traquer un clic sur un lien, c'est assez simple. Si tu veux mettre en place un scroll, ça va être assez simple. Mais après, il y a des complexités. Et puis, en fait, les tags deviennent de plus en plus complexes aussi, notamment en raison de la RGPD. Et notamment en raison de toutes ces restrictions qu'on commence à avoir, qu'elles soient juridiques au travers d'un bandeau de cookies, qu'elles soient technologiques en fonction des bloqueurs de pub, de la privacité des navigateurs, et puis finalement comportementale, et là je vais revenir sur les bloqueurs de pub. Et en fait, la complexité, c'est qu'aujourd'hui les tags, pas nécessairement le tag GA4, mais un tag Google Ads, un tag Facebook, un tag Criteo, un tag X, un tag Y, va nous demander de récupérer de plus en plus de données. Un email haché, une adresse, un numéro de téléphone. Et en fait, tout ça, ça nécessite du code pour aller le récupérer. Et en fait, d'un tracking où avant on disait le formulaire de contact a été soumis, maintenant on va l'associer à un email, à un numéro de téléphone, à une adresse, de manière à ce que toute la perte de données qu'on a, les algorithmes des plateformes publicitaires puissent quand même mouliner la donnée. Et en fait, même si on est sur GTM, à un moment donné, il faut quand même mettre les mains dans le cambouis. Alors c'est une interface simple, qui évite de faire du code, mais ça reste de plus en plus complexe. Ouais, ça peut vite devenir une usine à gaz si tu codes pas en dur et que tu essayes de... Oui, exactement. Ça. Ouais. Alors on y arrive, hein. On a parfois des clients qui ont pas de budget, donc qui n'ont pas de budget ou qui n'ont pas d'IT ou d'agence ou de TMA, et on va mettre du pansement et on va aller de pire en pire, en fait. On va réduire le scope de nos tracking. Ouais, il y a un niveau de maturité, comme tu disais tout à l'heure, qui est important pour la compréhension des impacts que ça peut avoir. Et parfois, quand tu cumules des couches successives, tu le vois qu'a posteriori. Et puis après, t'as un peu plus que tout à refaire dans certains cas. Oui. Ok, du coup tu as déjà parlé plusieurs fois de la RGPD, de la privacy. C'est des sujets ces dernières années qui nous ont pas mal chamboulés. Toi, tu as connu les différentes couches successives de complexité que tu évoquais. Alors, sans revenir sur tous les détails, est-ce que tu peux nous... tu as déjà un petit peu raconté les implications et les adaptations que ça a nécessité pour ton équipe et toi et sur ces sujets-là. C'est quoi ta vision à date? On va où sur ces sujets de cookies tiers, de proxification, de modélisation des données? C'est quoi ta vision du sujet aujourd'hui, là, en 2026, avec un peu plus de recul de plusieurs années sur ces sujets? Mon setup idéal aujourd'hui, si je devais... Alors c'est toujours délicat. Alors je vais donner plusieurs exemples.
J'aurais tendance à recommander à un client la prise en main d'un Matomo, par exemple. Matomo, l'un des avantages, c'est qu'il est exempté de consentement par la CNIL. Ça veut dire qu'on peut le déclencher tout le temps. Voilà. Alors il y a quelques petits Pour les fonctionnalités basiques. pour les fonctionnalités basiques, voilà, il y a un cahier des charges à respecter, mais on peut se retrouver avec ce 100% de session, ce 100% de visite. Quelque chose qui nous manque, hein. Un GA4, quant à lui, il est soumis à consentement avec ce qu'on appelle le consent mode, mais il y a une partie des données qui sont très fortement altérées. Alors on va partir du principe qu'on va avoir environ 30% de données en moins. Et après, tu as d'autres plateformes, type Piano Analytics, qui va collecter tout le monde avec des modes d'exemption. Donc, un coup, en fait, tu vas être opt-in, c'est-à-dire que tu vas collecter l'ensemble de la donnée de l'utilisateur, du visiteur. Et puis, des fois, tu vas être exempt et il va y avoir des trous dans la raquette. Et c'est ça qui est un peu compliqué aujourd'hui avec nos clients, c'est d'être capable de leur expliquer qu'ils vont avoir un volume de data qui va toujours être de plus en plus bas, notamment avec GA4, et de l'ordre de 30%. Et ça amène toujours vers des conversations un tout petit peu complexes. J'ai 1000 conversions dans mon CRM, j'en ai 650 dans GA4, d'où vient le gap? Et c'est là qu'on doit faire preuve de pédagogie pour expliquer, mais oui, mais vous avez une partie de l'audience qui refuse. Est-ce que vous pourriez aller voir dans votre bandeau de cookies quel est le taux de consentement? Et on va s'amuser à faire des espèces de produits en croix qui sont pas nécessairement très très pertinents, mais qui est la seule solution aujourd'hui, notamment sur Google Analytics. Un Matomo, j'aime bien, c'est 100%. Mais par contre, l'interface a aussi des lacunes d'analyse. Après, c'était le parti pris du consent mode de Google aussi, de dire l'audience qui n'est pas opt-in, je la déclassifie en termes de modélisation et de volume de conversion. Donc, est-ce que ça se résout pas un peu tout seul, quelque part, toi, dans tes observations sur les différents chiffres? Oui, ça se résout. Alors, sur le cas de GA4, ça se résout. Encore faut-il que le site réponde aux exigences de la modélisation. Une modélisation, au final, il faut un grand volume de données pour être capable de dire à un moment donné, tiens, je vais prendre le comportement de l'audience qui a accepté et je vais essayer de la répercuter à l'audience qui a refusé. Et pour ça, il faut quand même des grands volumes de données. Et ça fonctionne aussi sur Google Ads, cette modélisation. Mais j'ai des sites qui ont un petit volume de trafic et qui n'ont jamais cette modélisation, c'est-à-dire cet uplift de 30% à peu près de sessions en plus, parce qu'en fait, ils font pas suffisamment de trafic. Et on a également le cas de sites qui font beaucoup de trafic, mais hyper saisonniers, où la modélisation disparaît à un certain moment de l'année, et notamment des stations de ski. Et donc ça amène en fait à des problématiques de hausse des courbes de l'ordre de 30% en saison forte, et ensuite une grosse baisse de plus de 30%. Donc ça, en fait, ça fait des gaps très très importants dans l'analyse de la donnée. Le volume va améliorer ou dégrader la qualité de la modélisation. C'est ça, c'est bien ça. exactement. Okay. La modélisation n'est pas toujours là. Ok. Du coup, je trouve que ça crée un peu un paradoxe dans tout ça. J'allais te demander si pour toi c'était toujours possible un tracking fiable et bien attribué. Et en même temps, il faut se rappeler que toi et moi, ça fait longtemps qu'on fait du web analytique, de près ou de loin. On a toujours dit que c'était un outil de mesure de la tendance et pas un outil de pilotage back-office. Pourtant, à l'heure où les budgets ils continuent à être tout le temps pilotés en silo et les budgets attribués selon des niveaux de performance qui sont de l'ordre de plus 1 ou moins 1 ou moins 2 ou moins 5% de croissance ou de décroissance, comment tu vois ce sujet de l'attribution-contribution à moyen terme? Déjà, il y a des mécaniques pour contrer un peu tout ça. Alors, la RGPD restera la RGPD, c'est-à-dire qu'une audience qui refusera, tu auras une modélisation. Ça reste un sujet un peu à part. Exactement. Donc, on va partir du principe que tu as 30% de l'audience qui risque de disparaître à un moment donné. Par contre, après, tu as la possibilité de lutter contre deux autres choses. Déjà, les données comportementales, ces fameux bloqueurs de pub. Et là, on va parler plutôt de mise en place de server-side. Voilà. Alors, le server-side n'est pas magique, mais permet de récupérer une partie de ses utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, des plateformes comme Snap ou Addingwell, ou la mise en place custom de server-side, va
permettre de contrer les bloqueurs de pub. Voilà, juste un petit chiffre comme ça, qui est peut-être un petit peu vieux, qu'il faudrait que je remette à jour. Il me semblait qu'il y avait 42% de l'audience mondiale qui naviguait avec un bloqueur de pub. Et en fait, bloqueur de pub, c'est pas simplement virer du display sur un site type Le Figaro ou Le Monde. C'est bloquer un pixel. Donc c'est bloquer GTM, c'est éventuellement bloquer GA4. Bref, en fait, tu as une liste blanche et tu as une liste noire de pixels et en fait, c'est bloqué. Donc en fait, tu ne collectes pas. Le server-side permet en fait, de lutter contre les bloqueurs de pub et deux, il va permettre aussi d'allonger la durée de vie d'un utilisateur. Là aussi, je vais te redonner un exemple. Sur iOS, un cookie est détruit automatiquement au bout de 7 jours. Donc ça veut dire que potentiellement dans ton GA4, si tu viens sur un site tous les 7 jours, tu seras tous les 7 jours un nouvel utilisateur. Ça fausse le chiffre. Tous les KPI de fidélisation. Tous les KPI de fidélisation. Et server-side va permettre en fait de contrecarrer ces problématiques iOS et Safari et d'autres, et d'allonger la durée de vie. Donc tu vas retrouver pas tant un volume d'utilisateurs, mais une durée de vie de ce dernier. Et ça, pour des pixels médias, par exemple, c'est génial. Parce que tu vas pouvoir afficher une publicité plus longtemps, mine de rien. Et dans des techniques de retargeting, ça peut aider. Voilà, donc il y a le server-side qui permet de lutter contre ça. Et pardon, j'ai un peu perdu le fil de ta question. C'était sur qu'est-ce que tu penses du sujet de l'attribution-contribution dans ce contexte et le pilotage par silo? Et bien et après, ce qu'on a tendance à mettre en place, en fait, c'est faire remonter des sources et des supports directement dans le CRM. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un script sur le site qui va dire mon audience arrive en Google organique ou en Google CPC ou en Facebook, enfin peu importe, on reconstruit la source et dès lors qu'il y a une soumission de formulaire, en fait on va aller stocker cette source et ce support à un moment donné dans le CRM parce que le CRM lui il stocke tout. À un moment donné, heureusement, et même chose pour un site e-commerce, il va te stocker la commande et à un moment donné, on a quand même le moyen via le back-office du client, de dire cette année, sur les 15 000 conversions que tu as eues, voilà le split des leviers. Chose que tu n'as pas trop dans les CRM ou dans les outils type back-office. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une analyse en entonnoir où tu pars du plus global qui est l'audience et que tu dissèques sur le parcours pour finir par la conversion, tu prends le problème à l'envers et tu prends la conversion, c'est-à-dire ce dont tu es sûr, et tu remontes via une logique d'enquête technique pour savoir d'où vient cette conversion. Ouais, c'est un peu ça. Alors, c'est pas idéal non plus, parce que on a toujours ce gap. Il y a toujours des trous. Mais à un moment donné, il y a un trou, et ça te permet quand même de dire, à un moment donné, j'ai 10 000 visiteurs qui ont transformé 100 formulaires. Et dans ton CRM, tu as le split par source, support et campagne. Ça permet de mieux piloter les budgets, parce qu'on a le vrai. Ouais. Et puis après, tu bouches un peu les trous pour l'analyse de la consommation ou l'analyse de la conversion dans ce que tu as avec ton GA4, ton piano, ton Matomo. Et là, moi, je trouve que ça reste tangible. Ce que tu mesures, tu es sûr de ce que tu mesures. Oui. Et puis, tu peux quand même trouver des pistes d'optimisation à un moment donné dans tes analyses. Il n'y a pas de raison que tout ton trafic CPC refuse ou que tout ton trafic organique refuse les cookies, que ce levier-là. En gros, si tu as une baisse si tu as une baisse de trafic sur un site, c'est un peu tous les leviers qui vont être impactés. Il n'y a pas de raison qu'on se cache derrière une RGPD ou des bloqueurs de pub. C'est là où tu peux analyser la tendance et ça reste plutôt juste. Okay. On va parler justement, tu parlais de justesse, on va parler un peu de performance et on va avoir deux prismes au niveau de l'analyse. Est-ce que tu as des exemples d'implémentation de data dont tu es particulièrement fier et où tu as pu relier vraiment un bon tracking qui n'a pas forcément besoin d'être complexe, mais à une prise de décision bien orientée qui génère de la valeur derrière pour l'annonceur. Est-ce que tu as ce genre de cas de figure? Chez Cybercity, on aime bien, quand on met en place des plans de marquage, on va mettre 3 grands KPI en place. On va mettre les macro-conversions, donc la soumission effective d'un formulaire ou la commande. On va mettre des micro-conversions. C'est tout ce qui explique à un moment donné l'absence ou la présence de conversion. Donc en gros, pour te donner un exemple tout bête, c'est sur un site e-commerce, aller traquer les différentes étapes du tunnel. Le step 1, le step 2, le step 3. Et puis ensuite, on va un peu plus loin. On va mettre de l'analyse de formulaire, où on va avoir champ par champ
en fait la déperdition de l'audience. Et ça, c'est des choses dont on est plutôt fier à Cybercité. Alors, il y a d'autres agences qui doivent le mettre en place, hein, il y a des outils qui le font, ça, c'est vraiment pas le souci. Mais ça nous permet d'avoir une vision globale de l'arrivée sur le site. Et ensuite, en fait, on a plein de micro-conversions qui vont nous dire « Attention, cher client, tu devrais supprimer ta double vérification d'email. Attention, on se rend compte que le champ date de naissance est jamais rempli. Pourquoi le conserves-tu ?» Et on va l'accompagner un petit peu comme ça. Alors, j'ai pas d'exemple très précis à te donner, mais là, dernièrement, je sais pas si je peux citer des clients. Pourquoi pas. Sur Rouxel, on fait du test AB avec eux à l'heure actuelle, et on avait constaté une problématique de coche RGPD. Okay. Et là, en ce moment, j'ai un test qui tourne et on a simplement fait grossir la coche RGPD. Elle était oubliée lors du processus de création de compte. Et le fait est que cette simple petite modification nous permet d'augmenter le nombre de personnes qui créent un compte. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont commander, mais on améliore déjà cette partie-là. Et puis demain, d'autres tests AB vont venir pour tenter d'améliorer à un moment donné, soit un panier moyen, soit le processus de commande en général. Ouais, surtout sur des sites B2B où les questions de conversion et du X sont importantes. Donc, Oui, exactement. Ok, et je sais qu'on échange souvent sur un sujet qui te tient à cœur, c'est l'erreur d'analyse. Je t'entends souvent dire c'est toujours la faute du tracking, parce que c'est un peu comme ça qu'on vient vers toi dans un premier temps. Cédric, il doit y avoir un problème de tracking, c'est forcément toi le souci. C'est vrai. C'est quoi les erreurs que tu rencontres le plus fréquemment, comme ça, sur des erreurs d'analyse qui peuvent être faites par des pilotes de campagne marketing ou par des clients? Est-ce que tu as des anecdotes un peu fun à raconter sur ce genre de... Disons que c'est vrai qu'en fait, comme on est garant du GTM, enfin du Google Tag Manager, donc la solution qui permet de mettre en place le tracking, on vient souvent vers nous en disant « Cédric, c'est cassé ». J'ai encore le cas aujourd'hui là sur un de mes clients. Elle me pose une question. Cédric, j'ai l'impression que le volume de conversion de 2 de mes formulaires sont très fortement à la baisse. Alors moi, mon premier réflexe d'une manière générale, c'est d'aller voir dans le GTM, savoir quelle a été la dernière date de modification. Parce que si je ne touche pas à GTM, je ne peux pas casser. Et le fait est qu'on a souvent des problématiques, c'est que chez Cybercité, on ne va pas nécessairement accompagner le client sur un an. C'est qu'on va mettre en place le plan de marquage, et après, malheureusement, il n'y a pas nécessairement de suivi. Ça me rend un petit peu triste. Et donc, on va se retrouver avec des modifications qui ont eu lieu sur le site, et on n'est pas informé. Et je sais pas, moi, je vais dire un exemple. Sur un WordPress, il va y avoir un changement de module. On va passer d'un Ninja Form à un Contact Form 7. Fatalement, mon tracking derrière, il est cassé. Ouais, donc là, ça soulève la question du consulting data et de la nécessité d'avoir toujours un peu de TMA derrière, exactement. Après, j'arrive à comprendre certains de nos clients, ils sont à la fois le directeur marketing, le DPO, le directeur commercial, et donc ils n'ont pas nécessairement toute la latitude pour nous prévenir. Bon, ça c'est une problématique qui se règle assez facilement. Et après, c'est simplement des erreurs d'interprétation. Simplement parce qu'il y a une page qui a disparu, il y a une campagne qui a été arrêtée, et fatalement, en fait, si tu n'es pas conscient de tous les leviers que tu actives sur ton site, tu peux avoir des drops de données. Ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Et puis, la dernière chose qui nous arrive souvent, c'est en interne, hein, c'est le tracking est cassé, et la petite phrase qui doit venir, c'est reteste ton tracking, on ne sait jamais, peut-être qu'en fait, il est là, mais que tu n'as pas eu de conversion. C'est aussi des choses qui arrivent. Bien sûr. Allez, on va passer à un autre sujet qui est la partie exploitation des données first party. On sait qu'aujourd'hui, avec la multiplication des plateformes et tout ce qui se passe sur le web, que ce soit avec l'IA ou autre, on a de plus en plus de données qu'on récupère de différentes sources. Ça pose bien sûr des questions de stockage, d'architecture de la data et des besoins qui grandissent. Est-ce que tu ne trouves pas, toi, qu'au final, on a presque aujourd'hui trop de data et pas assez d'applications concrètes? C'est quoi pour toi le chaînon manquant du marketeur pour ces sujets-là, pour continuer à avoir de la performance data-driven sans s'éparpiller? C'est un peu compliqué. Moi, je pense que c'est le data lake, à un moment donné. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui vont piloter à la régie. Ouais.
C'est-à-dire qu'ils vont aller regarder leurs chiffres dans Facebook et puis ils vont se rendre compte qu'ils ont 1000 conversions e-commerce dans Facebook. Et puis 10 minutes après, ils vont aller dans Google Ads et puis ils vont aussi se rendre compte qu'ils ont eu 1000 conversions dans Google Ads sur l'acte d'achat. Plus 1000 égale 10 dans le CRM. Voilà, donc 1000 plus 1000 plus 1000 plus 1000, ça commence à faire quand même beaucoup. Alors là aussi, il y a différents niveaux, hein. Le premier, c'est se doter d'un logiciel d'attribution contribution. Je pense à la solution ThankYou Analytics, qui est quand même une tuerie pour ça, pour avoir ces notions de chemin et de gagnant et de perdant ou de contributeur à un moment donné. La deuxième chose, c'est aussi de regarder ces données dans sa plateforme statistique, parce que mine de rien, un Matomo, un GA4, un Piwik Pro ou un Piano, il collecte tout le monde. Il va voir ton Facebook, il va voir ton Google Ads, ton display, ton retargeting. Et à un moment donné, alors même si le modèle d'attribution à la fin, c'est pas nécessairement celui que tu veux, c'est-à-dire que en général, c'est souvent last click indirect, last click non direct, pardon. Ça donne quand même une bonne notion de l'attribution. Voilà. Et puis la dernière chose, je pense, c'est d'avoir un espèce de data lake qui va aller chercher en fait toutes les données d'impression, de clics, de CTR pour toutes les plateformes, de te donner un peu ton reach global en termes d'impression, et d'aller rechercher la conversion, soit côté CRM avec un stockage de la source et du support, soit dans la plateforme statistique pour essayer de merger tout ça. Mais à un moment donné, je trouve ça illusoire de vouloir compter toutes les conversions. C'est faux. Sinon, tous nos clients seraient milliardaires à la vision régie, ce qui est pas le cas. Et après, c'est la notion de, à mon sens, de modèle d'attribution, c'est quand même avant tout un projet d'entreprise. C'est pas facile de se dire à un moment donné, non, je ne vais pas arrêter ma campagne de notoriété Facebook parce qu'elle ne m'a pas rapporté de conversion. Et là, il faut avoir le bon mindset pour se dire, ah oui, mais c'est une campagne de notoriété qui n'avait pour vocation que de faire connaître ma marque avec de très beaux visuels. J'ai eu quelques visites sur mon site. Il faut être capable de se dire à un moment donné, peut-être que dans 6 mois, cette campagne m'aura rapporté soit au travers de l'organique, soit au travers du trafic direct ou d'un référent Facebook, par exemple. C'est là où ça peut avoir un intérêt assez fort de scorer les micro-conversions et de leur attribuer une valeur, même si c'est pas une valeur pécuniaire réelle, mais de considérer que la lecture d'une page en entier dans un scroll 100%, ça a de la valeur, et cette valeur, on l'attribue, quoi. Oui, et puis chaque campagne n'a pas vocation à transformer. Et effectivement, je vais penser notamment aux stations de ski qui lancent des campagnes très tôt dans la saison, avec de très beaux visuels qui font un peu rêver, de la poudreuse, alors qu'on est déjà au mois de septembre, au mois d'octobre, t'es pas encore prêt à le prendre ton hébergement. Mais par contre, ça va tilter 2 mois après ou 3 semaines après en disant, ah, c'est à Courchevel ou aux Trois-Vallées ou je ne sais où je vais réserver à un moment donné. Et c'est là où presque pour chaque campagne, il faudra avoir les KPI associés dans ta plateforme statistique. Et justement, tu me fais une transition parfaite sur ces logiques de reach et d'influence. Tu le sais, le sujet à la mode, c'est le JO, le monitoring des données qui sont issues des LLM et la capacité qu'on peut avoir à traquer ce qui se passe dessus. Pour autant, on sait aussi que les LLM renvoient peu de trafic, voire pour certains pas de trafic sur certains carrefours. Donc on attend les prochains moves de Google sur la France. On sait que pour l'instant AI Overviews et iMod c'est pas encore là, mais dans cette optique où l'usage d'un LLM, ça va souvent être de recommander une marque plus que d'envoyer du trafic. C'est quoi ta position à toi là-dessus en tant que spécialiste du tracking? Comment on peut monitorer cette influence et comment t'imagines ça? Là, aujourd'hui, c'est compliqué. Tant qu'on n'aura pas... Alors, à mon sens, alors là, je vais peut-être partir dans mes petits rêves. C'est ton avis qui mais tant qu'on n'aura pas l'équivalent d'une Search Console pour un ChatGPT ou un Perplexity ou un autre, qu'on n'aura pas des notions d'impression, au final, on va se retrouver dans un cas encore pire que celui de la RGPD. C'est que tu sais pas combien de fois tu as été tapé. Tu sais pas combien de fois tu as été affiché, donc de là à dire j'ai eu 10 clics ou 10 sessions dans mon GA4, en fait, là, pour moi, il manque vraiment une brique, quoi. Alors, il y a plein d'agences, hein, et nous les premiers qui faisons du monitoring LLM, mais on le fait sur certains prompts, je pense que... On le fait sur la base d'un parti pris. Voilà, c'est un parti pris. On sait quels sont les mots-clés en SEO, donc on extrapole tout un ensemble de choses et de prompts. Mais quand tu vois l'usage aujourd'hui, moi je me regarder, je clique déjà très peu sur les résultats, je cherche de l'information avant tout. Deuxièmement, je trouve que sur certains LLM, la mise en avant des liens ou des sources, c'est quand même pas GG.
à part sur la partie un peu shopping, où tu as des visuels, mais c'est pas génial. Non, pour moi, là, aujourd'hui, il me manque une grosse brique, c'est celle de l'impression et ou du clic, pour pouvoir ensuite l'analyser dans un GA4, un Matomo, etc., qui commence à avoir ses rapports dédiés au LLM. Par contre, ce qu'on sait, parce qu'on monitore en interne 60 millions de sessions mensuelles sur, je crois, une bonne grosse cinquantaine de clients, voilà, peu de trafic, il augmente avec l'usage des LLM. Par contre, transformation en général un tout petit peu plus importante, notamment sur les sites de lead. Où de mémoire, je crois qu'on est à plus 25% sur des sites de lead en termes de conversion par rapport à du direct organique. Et par contre, sur le e-commerce, ça pêche un peu plus. Ça transforme un peu moins. Donc, ça va dépendre des usages, à mon avis. Ça rejoint la logique de recommandation et quelque part, quand tu arrives via un lien LLM, c'est que tu as déjà fait un travail de négociation avec l'IA sur tes attentes et quelque part, tu arrives un peu plus convaincu. Ouais, et puis comme aujourd'hui, je pense que l'usage des LLM, c'est quand même hyper de l'informationnel. Donc, en fait, tu vas peut-être pas tu vas faire de l'imprégnation de marque. Et qui te dit que tu vas pas taper directement ensuite dans Google le nom de la marque parce que tu t'en es souvenu, ou que tu vas aller chercher sur son Facebook, son Insta, etc. Enfin bref, je pense qu'il va y avoir un déport du reach, quelque part, des LLM, qui en ce moment va basculer partout. Mais sauf qu'en fait, comme c'est des micro-visites en ce moment, en fait, tu vois nulle part C'est des très courbes éclaté. qui augmentent. C'est ça. C'est la difficulté. C'est un peu ça la difficulté, et puis t'es pas obligé d'accéder sur Google en tapant la marque. Enfin bref, c'est un peu complexe, et moi je pense qu'il nous manque cette fameuse Search Console, mais comme je crois que ChatGPT est censé sortir de la pub, Oui. j'ose espérer qu'il va fatalement avoir un outil de Sur monitoring sur pour des budgets indécents, mais Oui, mais ça démarre, on va dire. voilà, et je pense qu'il ne peut pas louper l'occasion d'avoir une interface en disant tu as été imprimé, cliqué pour piloter ton budget ads sur ces outils. Et donc peut-être que petit à petit, on aura une Search Console sur ces LLM. Puisqu'on parle du futur, pour toi, c'est quoi les évolutions qui arrivent sur les 5 années à venir dans ton métier de la data analyse, du tracking? Ça ressemblera à quoi à ça dans 5 ans? C'est quoi tes hot takes, qu'on puisse te les ressortir dans 5 ans en disant t'as eu raison ou t'as pas eu raison? C'est l'occasion d'enregistrer ça. Ouais. C'est un peu complexe parce que, en fait, ça fait très longtemps que je me suis pas projeté. En fait, on a eu tellement de tempêtes ces dernières années. Là, aujourd'hui, je pense que c'est l'infrastructure. Soit Chrome décide à un moment donné de supprimer définitivement les cookies tiers, ce qu'il n'a pas encore fait. Et là, on sera en mode Slack technique très puissant, notamment que du server-side, pour tout le monde, pour retrouver un petit peu de la donnée. Et de toute manière, il nous faudra de la donnée. Je pense que la mise en place des UTM sources, enfin de cette notion de source support dans les back-office des clients, va être de plus en plus importante, ne serait-ce que pour pouvoir, à un moment donné, mieux piloter à 100% les leviers d'acquisition. Et puis, à ce stade, moi, c'est tout ce que je vais pouvoir te dire, parce que je ne vais pas trop m'avancer. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui à nos clients, en fait, c'est des vrais outils d'aide à la prise de décision. Et je pense que les IA vont clairement aider. On fait du dashboarding à Cybercité, donc ça veut dire qu'on montre des chiffres. On fait des Looker Studio, on va faire du tableau, on va mettre en avant des chiffres. Mais en fait, ces chiffres, si tu ne creuses pas, ils ne te donnent pas la solution. Voilà. Il va pas te dire tu devrais faire ci ici, tiens je vais regarder les données du passé pour donner une tendance, tiens tu devrais attaquer ta mise en avant commerciale au mois d'avril parce que c'est là où l'année dernière ça s'est bien passé. Bref, il y a pas toutes ces analyses un peu récursives du passé. Et puis pourquoi pas avec les IA avoir l'analyse du futur aussi. Et je pense il y a gros à jouer sur cette partie dashboarding business intelligence dopé à l'IA. Ouais, c'est un peu la promesse de l'IA d'arriver à faire du prédictif et de la reco-prédictive là-dessus. Ce qu'on n'a jamais, enfin, ce que les cohortes, par exemple, n'ont jamais trop réussi à faire. C'est des outils de mesure qui existent depuis longtemps et qui n'ont jamais vraiment percé. Non. Alors que potentiellement, l'IA résout ce problème. La question, c'est est-ce que ce sera fiable et est-ce que, tu vois, pour aujourd'hui, je pense à un étudiant ou un junior qui veut se former à ces métiers de la data analyse,
sur quoi il faut se former en fait. Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il faut se former sur les plateformes? Est-ce qu'il faut se former sur l'IA, sur la data analyse? Est-ce qu'il faut apprendre le Python, tu vois? C'est quoi les conseils que tu donnerais à un gars de 18 ans qui veut devenir le futur Cédric Sonval? Je pense qu'il faut déjà connaître sa plateforme statistique. La problématique, c'est qu'on en a beaucoup. Alors, on est dans des cas un peu à part, hein, mais on maîtrise les Piwik, les Matomo, les Piano, les GA4. Alors, je dis pas qu'il faut maîtriser tout, mais les wordings changent, les définitions d'une visite ne sont pas nécessairement les mêmes selon les plateformes. Il y a des logiques d'attribution, de contribution qui sont différentes, donc il faut déjà bosser ça. Je pense que c'est le b.a-ba, parce que même si tu donnes à manger tout ça à une IA, il va falloir quand même un tout petit peu lui expliquer ce que tu veux chercher. Quand tu parles à une IA, c'est quand même mieux de parler en termes techniques. Plutôt qu'en langage naturel, quoi qu'on puisse en dire. Et puis derrière, pour trouver des insights, il va falloir aussi nourrir la bête. Et il va falloir un peu d'intelligence marketing, mine de rien. Et je pense que si tu as l'intelligence technique, au sens exploitation des données d'une plateforme, et de l'intelligence marketing, je pense que ça peut faire un très très bon combo. Et après, les outils vont sortir. Là, ce qui m'inquiète le plus, c'est ces fameux cookies tiers. C'est comment est-ce qu'à un moment donné, je vais pouvoir identifier un internaute plus longtemps que quelques jours. Ok, on arrive au bout. Avant de conclure, on va se faire une petite séquence de questions rapides, si tu veux bien. Le principe, il est tout bête, hein. Je vais te poser une petite dizaine de questions et tu as 30 secondes max pour y répondre. D'accord. T'es prêt? Allez, une question piège. Alors, si tu devais, et je pense que comme nous tous, tu y es confronté au quotidien, expliquer à ta grand-mère ou à quelqu'un qui n'y connaît absolument rien au digital, c'est quoi ton métier exactement? Tous mes amis disent que je suis agent secret parce qu'ils comprennent absolument pas ce que je fais. Le mot RGPD leur fait peur, GA4, GTM. En fait, on n'a que des acronymes complètement crades. Qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte de trouver des points de friction. Voilà, moi c'est ça. Aujourd'hui, mon métier, c'est pas mesurer combien arrive sur un site ou combien transforme. En fait, c'est tellement simple à mettre en place. C'est plus, et j'aimerais tellement que tous nos clients arrivent à le comprendre, c'est où est-ce que le bas blesse à un moment donné. Et le pilotage par la data, pour moi, c'est pas au doigt mouillé. Et j'adore faire des restitutions d'audit où en fait, je suis extrêmement froid dans mes constats parce que c'est la donnée qui parle. Et en général, tu te fais pas contredire. Et après vient l'expertise d'un secteur pour pondérer mes propos, mais propos très froids, intangibles, boum. J'allais te poser la question suivante. Est-ce que ton métier, il est bullshit? Mais en vrai, la question, c'est est-ce que t'as pas le seul métier dans le digital qui est pas bullshit? Non, il y a plein de métiers pas bullshit. Mais disons qu'en fait, à partir du moment où mine de rien, quand tu sais exploiter une plateforme statistique, alors, peu importe les écueils qu'elle possède, en fait, tu vas plus loin dans tous tes métiers. Savoir analyser des pages de destination, savoir analyser un taux d'engagement, savoir analyser un scroll, savoir analyser un tunnel de conversion et savoir le mettre en place. En fait, au début, tu galères un petit peu parce que c'est chiant, c'est un peu technique. Mais une fois que c'est en place, au final, tu te rends compte que ton esprit il est libéré de tous les aspects techniques et là, tu peux faire que penser à l'optimisation de ton site. Et je le dis souvent en formation, en fait, réussir à mettre ça en place, c'est organiser la prochaine réunion du mardi. Et ça évite d'avoir 4 personnes qui vont avoir 4 avis. Voilà, la donnée, elle est là. Alors après, il faut la pondérer toujours, mais elle a au moins l'avantage de se dire, cette semaine, on se penche sur cette problématique. Alors cette semaine, ce mois-ci, ou peu importe, hein. Mais voilà, ça pointe le doigt et ça permet de prioriser des actions. Et c'est très bien. Est-ce que tu feras encore ce métier dans 10 ans ou sinon tu penses que tu feras quoi? On dira pas quel âge tu auras dans 10 ans par correction. Dans 10 ans... Est-ce que tu élèveras des chèvres dans le lac? Ouais, peut-être. Non, dans 10 ans, il y aura... Alors, l'IA est là, il y a des plateformes qui vont sortir, c'est certain, pour analyser, pour donner des insights, mais j'ai quand même un peu du mal à croire que la mise en place du tracking soit entièrement déléguée à une IA. Parce que c'est complexe, parce qu'il y a de la RGPD, parce que je ne sais pas ce qui va nous tomber dessus d'ici quelques années d'un point de vue purement juridique ou purement technologique. Peut-être qu'il n'y aura même plus de trafic sur les sites.
Peut-être que Google sera un énorme métaverse où tu ne te rendras plus jamais sur les sites internet. Je ne sais pas. Peut-être que j'aurai plus de métier, mais il y aura toujours quelque chose à faire en marketing digital. C'est quoi le truc le plus fou que tu as vu l'IA faire ou réaliser dans ton métier? Alors en ce moment, c'est les audits de conversion. Là, je suis bluffé par la capacité d'un Lovable ou d'un Claude à te créer des LP qui déchirent. Des landing pages. Des landing pages, oui, pardon, des landing pages. Sur la base, en fait, nous, on travaille beaucoup avec le Bemar Institute. Donc, en fait, on a des listes de recommandations et en fait, on a fait un petit outil en interne qui nous permet, pour une page donnée, de dire, eh, tiens, il te manque ça, 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 sur une quarantaine de points, par exemple. Et après, on teste en ce moment de recréer la page en fonction des défauts de cette dernière. Et très honnêtement, c'est vraiment bluffant. C'est bluffant. C'est bluffant. C'est quoi le truc le plus absurde qu'on t'ait demandé de traquer? Ah, alors là, T'étais pas prêt. j'étais pas prêt. Là, je pourrais pas te dire. Mince, j'étais vraiment pas prêt. Je suis sûr que j'en ai plein, mais non, j'ai pas On le de. mettra en commentaire de la vidéo si Ouais, si tu ouais, l'as ouais. pas. Non, non, là, j'en retrouve rien, mais je pense que des aberrations. Et puis, on est à côté l'un de l'autre hein, au bureau, donc C'est sûr. tu m'entends râler une fois de temps en temps. Non, j'en ai pas. Est-ce qu'il y a des concepts en data que personne comprend jamais et t'en peux plus d'expliquer? Bah déjà la modélisation de données dans GA4, très honnêtement c'est assez complexe, je l'explique quasiment une fois par semaine. Euh, la notion de taux d'engagement, mine de rien, ce fameux taux de rebond qui est quand même mal compris alors que c'est pour moi le premier KPI de conversion. Je l'adore celui-ci, il est tellement sous-estimé. Et la chose que j'explique le plus, c'est cette notion de RGPD et de déclenchement des tags que si l'audience accepte tel ou tel service. Ça, il y a encore beaucoup de travail côté client, hein. Et puis parfois côté chef de projet chez nous, et puis partout, hein. Il y a des incompréhensions énormes là-dessus. Et la dernière chose que je rabâche assez régulièrement, c'est notamment sur server-side, c'est de devoir préciser que tu restes quand même contraint à respecter la RGPD. Ce n'est pas une boîte magique qui t'autorise tout. C'est pas négociable. C'est pas négociable. Petit moment confession, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une mise en place en te disant ouais ça passe et en fait ça passait pas du tout? Oui, certainement. Il ne confessera pas. Genre, j'ai tout cassé? Ouais. Casser, ça nous arrive, hein. Tout simplement parce que c'est pas toujours facile avec la technicité d'aujourd'hui. Alors, on casse pas des sites, on casse des trackings, hein, nuance. Perdre la donnée quoi. Ouais, on perd de la donnée. Ça nous arrive, pas régulièrement, mais ça arrive. Non, des très grosses bêtises. Si dernièrement, sur le site de la SNSM, je me prie de m'excuser, ils ont lancé une LP. Et en fait, j'avais un GTM qui disait à un moment donné, tu ne te déclencheras pas si le nom de domaine ne contient pas. Sauf que j'étais sur un sous-domaine, donc mon tracking était bloqué. Et on a perdu 7 jours de données. Mais elle n'était pas perdue parce qu'elle allait en version de pré-prod. Voilà, donc j'ai pu reconstruire la data. Ça arrive une fois de temps en temps. On n'est pas des machines. Est-ce que t'es déjà tombé sur un dashboard truqué, volontairement ou non, genre compte 2 fois les sessions, ce genre de choses? Alors oui, mais le client ne le savait pas en fait. En fait, c'est tellement simple, notamment avec cette logique de bandeau de cookies, de consent mode avancé, d'envoyer 2 fois une page vue ou de mal envoyer une donnée. Alors, je tombe régulièrement sur des sites qui doublent le nombre de pages vues. Alors, au demeurant, c'est pas très grave, hein. Ça altère tes données de consommation, mais pas tes données de session. Mais ça arrive, je vais dire qu'un projet sur 4, d'une manière générale, ont des problématiques de tracking, soit des doubles envois de conversion, soit des conversions qui partent pas au bon moment. Mais à la limite, tant que tu le sais pas, ça t'empêche pas quand même de piloter. Tu vois, parce que mine de rien, si ta conversion est envoyée
x2. Toutes choses étant égales par ailleurs. Si tu as une baisse de 50%, ça va quand même baisser. C'est le jour où tu l'as mis en place, où tu vois et où tu te dis mince, j'ai tout augmenté de 100%, alors que c'est pas vrai. Mais après, dans la continuité, à la limite, c'est pas très grave. Bon, même si on n'aime pas non plus. Hein. Mais des données réellement truquées, si j'avais eu une fois dans un Universal Analytics, un chef de projet qui avait changé la durée de session. Il avait mis la durée de session à 5 minutes, ce qui fait que toutes les 5 minutes, en fait, était une nouvelle session. Okay. Alors que normalement, c'est 30 minutes. Okay. Voilà, c'est tout. Allez, pour le mot de la fin, est-ce que tu aurais un coup de cœur, un coup de gueule, un parti pris, quelque chose que personne n'ose dire voilà, sur ces sujets de la data, de la mesure? Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous? Le mot de la fin, c'est posez bien les bases de votre tracking de manière à mesurer la macro, donc votre formulaire de devis, de contact ou de e-commerce. Posez des micro-conversions et après, prenez une prestation d'audit de la conversion chez Cybercité parce que le trafic, il va finir par s'éroder. La concurrence, elle est de plus en plus accrue. Et je pars quand même du principe que d'être à la course sans cesse à l'acquisition, en multipliant les leviers, les régies, les budgets, alors qu'avec une bonne analyse de la conversion et des bons tests AB, en fait, on peut avoir des superbes résultats. Eh ben, c'était le mot de la fin. Merci Cédric pour cet échange. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos plateformes préférées, à découvrir les autres épisodes de Digital Flow. Le podcast est disponible partout, sur Spotify, sur YouTube, etc. Donc à très bientôt pour un prochain épisode. Merci Cédric. Au plaisir.